Derrière le sourire incandescent de Johnny Hallyday, derrière les projecteurs et les ovations du public, se cachait un homme pétri de contradictions. Le roi du rock français, idole absolue d'une génération entière, n'était pas seulement ce colosse de générosité qu'on voyait sur scène, ses proches savaient qu'il portait en lui un feu intérieur, fait de loyauté inébranlable et de rancune durable. Johnny pouvait aimer avec la même intensité qu'il détestait, et quand un lien se brisait, il ne se réparait jamais. Ceux qui ont partagé son intimité racontent un homme sensible à l'excès, blessé par la moindre trahison, habité par un sens aigu de la justice. Il détestait l'hypocrisie, la prétention et les postures artificielles du show business. Pour lui, la scène était une église où l'on devait se présenter nu, sincère, sans mensonge. Ceux qui feignaient, ceux qui écrasaient les autres pour briller, il les rayait aussitôt de sa vie. C'est cette intransigeance, presque religieuse, qui explique la violence de certaines de ses ruptures. Dans les coulisses, Johnny classait les gens en deux catégories, les vrais et les faux. Les vrais étaient ceux qui restaient simples malgré le succès, respectueux de leurs musiciens, reconnaissants envers leur public. Les faux étaient ceux qui se prenaient pour des dieux, méprisant les techniciens ou humiliant les plus faibles. À ses yeux, ce comportement trahissait la vocation même d'artiste. Il disait souvent à ses proches « On ne devient pas une légende en écrasant les autres, mais en les faisant rêver ». Pourtant, malgré cette philosophie presque noble, Johnny n'était pas un saint. Son orgueil, immense, sa fierté d'homme et d'artiste, le rendaient parfois impitoyable. Quand il se sentait trahi ou humilié, il n'y avait pas de pardon possible. Certains de ses ennemis ne savaient même pas pourquoi ils avaient cessé d'exister dans sa vie. Un mot mal placé, une remarque jugée condescendante, et la porte se fermait à jamais. Les biographes le disent unanimement, Johnny vivait ses émotions comme il chantait sans mesure. Et ses rancunes étaient aussi profondes que ses amours. Ce n'était pas un homme rancunier par calcul, mais par passion. Quand il détestait quelqu'un, ce n'était jamais pour des raisons futiles. Il fallait qu'un principe ait été bafoué, qu'un geste ait blessé quelque chose d'essentiel en lui. Et ce sens du sacré allait marquer toutes ces guerres du showbiz. Ces querelles, loin d'être de simples disputes d'ego, dessinent le portrait d'un homme exigeant envers lui-même et envers les autres. Johnny voulait que la musique reste pure, que l'artiste soit au service du public et non l'inverse. Dans son monde, trahir cet idéal revenait à profaner un temple. Voilà pourquoi, derrière les paillettes et les micros dorés, brûlait une âme d'homme blessé. Fidèle à ses valeurs jusqu'à l'obsession, Claude François. Rien que le nom suffisait à faire froncer les sourcils de Johnny Hallyday. Entre les deux géants, il ne s'agissait pas simplement d'une rivalité artistique. C'était une guerre d'idéaux, une opposition entre deux façons de concevoir la scène, la musique et le respect humain. Clo-Clo, perfectionniste maniaque, régnait sur ses équipes comme un petit monarque. Johnny, lui, prônait la camaraderie, la fraternité entre musiciens. Cette différence fondamentale les rendait incompatibles dès le départ. Leur antagonisme prit racine dans les années 70, à une époque où tous deux se disputaient le trône de la variété française. Clo-Clo brillait par son sens du détail et ses chorégraphies millimétrées, Johnny par sa voix brute et son énergie volcanique. Mais derrière ces styles opposés, c'était une question de respect. Johnny ne supportait pas la manière dont Claude François traitait ses danseuses et ses techniciens. Il disait souvent « Il croit diriger un bataillon, pas un orchestre ». Pour lui, la scène devait être un lieu d'unité, pas de domination. Un soir de 1972, dans une boîte parisienne où se pressait tout le showbiz, la tension éclata. Selon les témoins, Johnny lança à Clo-Clo « Tu joues les dieux, mais tu n'es qu'un petit chef en paillettes ». Claude répliqua, piqué au vif « Au moins, moi, je travaille pour que tout soit parfait, pas pour crier dans un micro. » Il fallut les séparer avant que les poings ne parlent. À partir de là, plus jamais ils ne se sont adressé la parole. Mais ce conflit allait bien au-delà d'une simple querelle d'ego. Johnny détestait en Claude François le reflet d'un système qu'il méprisait, celui des apparences, du contrôle absolu, de la façade impeccable, derrière laquelle on cache la peur. Clo-Clo incarnait pour lui cette France de la performance et du calcul. Johnny, celle de la passion et de l'instinct. Deux visions inconciliables. Même après la mort tragique de Claude François, Johnny refusa tout hommage. Pour lui,
Cet homme représentait tout ce qu'il ne voulait pas devenir. Il disait, avec une dureté presque religieuse, il a oublié l'essentiel, la musique, ce n'est pas une usine. Cette rancune, nourrie par des années de désaccord moral, a influencé les choix de carrière du taulier. Il a souvent préféré les musiciens imparfaits mais sincères aux artistes trop parfaits pour être vrais. Certains de ses proches affirment que cette rivalité lui servit de boussole. Chaque fois qu'il doutait de lui, il se souvenait de Clo-Clo et se disait qu'il ne devait jamais ressembler à ça. Ainsi, paradoxalement, l'homme qu'il haïssait le plus de vin peut être celui qui contribua à définir son identité artistique. Une haine fondatrice, presque nécessaire, qui fit de Johnny un artiste plus humain, plus vrai et infiniment plus libre. Dick Rivers. Le nom résonnait comme une ombre tenace dans la carrière de Johnny Hallyday. Ces deux pionniers du rock français, qui auraient pu être frères d'âme, se sont en réalité livrés une guerre froide, longue de plusieurs décennies. Leur rivalité n'était pas faite de haine explosive, comme celle avec Claude François, mais d'un mépris feutré, persistant, presque douloureux. Deux hommes aux visions opposées d'un même rêve, incarnaient le rock à la française. Tout commença au début des années 60, à l'époque où la France découvrait les guitares électriques et les blousons noirs. Dick Rivers, avec son style plus introspectif, proposait un rock inspiré d'Elvis, mais adouci, mélancolique, parfois distant. Johnny, lui, voulait tout brûler. La scène, le public et même ses propres limites. Il disait que le rock n'était pas un murmure, mais un cri. Cette différence de tempérament allait créer un fossé irréconciliable. Les producteurs adoraient les opposés. Dans les galas, sur les plateaux télé, tout était prétexte à la comparaison, le charme discret de Rivers contre la fureur de Hallyday. Cette mise en scène médiatique exaspérait Johnny. Il détestait qu'on le compare à ce qu'il appelait un rocker de salon. Dans l'intimité, il ironisait « il a le cuir, mais pas la sueur ». Ce sarcasme, répété à plusieurs reprises, finit par devenir public. Le point de rupture survint lors d'un gala de charité dans les années 70. Dick venait de livrer une performance sobre et élégante, très applaudie. En montant sur scène après lui, Johnny lança au micro « Maintenant, on va vous montrer ce qu'est le vrai rock ». Le public rit, mais Dick Rivers, humilié, quitta la salle avant la fin du concert. Ce soir-là, leur rivalité devint irréversible. Pourtant, derrière l'arrogance de Johnny se cachait une blessure d'orgueil. Il n'acceptait pas que la presse encense Rivers pour son authenticité. Johnny, qui se dépensait jusqu'à l'épuisement sur scène, se sentait trahi par ses éloges. Ils appellent ça de l'authenticité, moi j'appelle ça de la paresse, confiait-il un jour à un proche. Sa colère venait de là, il avait besoin d'être reconnu comme le seul vrai rocker de France. Cette rivalité fit des dégâts. Des producteurs refusaient d'inviter Rivers à certains événements par peur de contrarier Hallyday. D'autres voyaient leur collaboration avorter pour les mêmes raisons. Le pouvoir de Johnny dans le milieu était tel qu'il pouvait fermer une porte d'un simple mot. Une ombre planait sur Dick, qui voyait sa carrière freiner sans jamais pouvoir en parler ouvertement. Ironie du sort. Les deux hommes partageaient la même mélancolie, la même solitude de ceux qui vivent à 100 à l'heure. Mais aucun ne fit le premier pas. Même vieillissant, Johnny restait intransigeant. On ne se réconcilie pas avec le mensonge, disait-il. Et peut-être que dans son cœur, il savait qu'il ne parlait pas seulement de Dick, mais aussi de lui-même, Antoine. Pour toute une génération, il symbolisait la liberté, l'audace, la rébellion légère des années 60. Pour Johnny Hallyday, il incarnait au contraire la provocation gratuite, la désinvolture d'une jeunesse qui croyait pouvoir renverser les idoles sans en payer le prix. Entre eux, ce fut un choc de monde, un affrontement entre le rock enraciné et la chanson contestataire, entre l'artisan du spectacle et le poète bohème. Tout explosa en 1966. Antoine sortait sa chanson provocatrice Les élucubrations d'Antoine, où il lançait, presque en ricanant, qu'il mettrait bien Johnny en cage à Medrano. Pour Hallyday, cette pique n'était pas de l'humour. C'était une insulte à sa personne, à sa carrière, à tout ce qu'il avait construit à la sueur et au sang. Sa riposte fut immédiate. Quelques semaines plus tard, il enregistrait Cheveux longs et Idées courtes, un véritable coup de massue. Les paroles visaient directement Antoine et toute cette jeunesse qui, selon lui, confondait insolence et talent. Le public assista à ce duel comme à un match de boxe. Antoine, cheveux au vent, prônait la liberté absolue.
Johnny, enraciné dans le rock dur, défendait la fidélité et le respect des anciens. Mais derrière la musique, il y avait une blessure bien réelle. Johnny voyait en Antoine le symbole d'une génération qui tournait la page sans gratitude. Lui, qui avait ouvert les portes du rock en France, ne supportait pas qu'un gamin de Saint-Cloud lui fasse la leçon. Lors d'une émission télé, le conflit faillit dégénérer. Johnny exigea qu'Antoine passe avant lui, déclarant qu'il nettoierait après. Les techniciens racontent que les coulisses ressemblaient à une zone de guerre. Regard noir, insultes à peine murmurées, équipes séparées pour éviter la bagarre. Pour le taulier, cette rivalité n'était pas un simple désaccord musical, c'était une question de survie symbolique. Antoine représentait l'avenir, Johnny le passé glorieux. Et aucun des deux n'acceptait ce rôle. Les années passèrent, mais la rancune demeura. Antoine prit le large, voyagea, changea de ton. Johnny, lui, garda la mémoire longue. Même des décennies plus tard, il refusait toute allusion à une réconciliation. On peut pardonner une attaque, pas le mépris, disait-il. En vérité, ce conflit racontait moins deux chanteurs que deux époques, celle des pionniers et celle des héritiers. Et dans ce duel, Johnny perdit un peu de sa paix intérieure. Car au fond, il aurait voulu qu'Antoine le reconnaisse, non pas comme une cible, mais comme une figure. Qu'on se moque de lui, soit, mais qu'on nie son héritage, jamais. Cette incompréhension devint une cicatrice. Une blessure d'orgueil qui, à sa manière, façonna encore plus sa détermination à rester le roi du rock, quoi qu'il en coûte. Les blessures les plus profondes de Johnny ne vinrent pas toujours de ses rivaux, mais parfois de ceux qu'il avait aimés comme des frères, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman. Deux hommes très différents, mais unis par un même destin. Celui d'avoir connu la chaleur de Johnny, puis son froid glacial. Ces deux amitiés brisées révèlent le cœur complexe du taulier, un cœur fier, exigeant, mais d'une vulnérabilité inattendue. Michel Sardou fut d'abord un compagnon de route. Dans les années 70 et 80, il partageait les scènes, les rires, les excès. Johnny disait de lui « Michel, c'est un vrai, un dur, un frère ». Mais cette fraternité vola en éclats en 2013, à cause d'une plaisanterie de trop. Lors d'un gala, Johnny se permit une remarque sur l'âge de Sardou devant le public. Une moquerie maladroite, mais Sardou, blessé dans son orgueil, y vit une trahison. Dès lors, le silence s'installa. Les deux hommes s'évitèrent, se jaugèrent de loin, incapables de retrouver la complicité d'autrefois. Johnny, dans ses confidences, laissait transparaître sa douleur. C'est un type que je respectais vraiment, mais il m'a tourné le dos sans comprendre que je plaisantais. De son côté, Sardou, trop fier, déclara plus tard « Johnny voulait toujours être le plus grand, même entre amis. La fêlure était irréversible. Derrière cette rupture, on sent la peur commune des deux hommes. Celle de vieillir, de céder du terrain, de perdre leur éclat. L'histoire avec Jean-Jacques Goldman, elle, fut d'une autre nature, plus subtile, presque silencieuse. Goldman, compositeur pudique et discret, avait offert à Johnny, dans les années 90, quelques-unes de ses plus belles renaissances, l'envie, je te promets, des chansons devenues mythiques. Mais un jour, sans cri ni drame, tout s'arrêta. Plus de collaborations, plus d'appels, un mur invisible. Les proches de Johnny racontent que le chanteur supportait mal le ton moralisateur de Goldman. Il voyait en lui un artiste trop pur pour être vrai, un donneur de leçons déguisé en poète. Lors d'une séance d'enregistrement, Goldman aurait critiqué certaines de ses décisions artistiques. Johnny l'aurait pris comme une insulte. « Il veut que je sois un élève docile, mais moi je suis un volcan », confia-t-il plus tard. 10 ans de silence s'ensuivirent. Pas un mot, pas un signe. Et pourtant, Johnny écoutait encore ses chansons. On dit qu'il fredonnait parfois « Je te promets » avant un concert, les yeux fermés. Il ne le disait pas, mais cette amitié perdue le hantait. Peu être parce qu'elle lui rappelait ce qu'il aurait aimé être, un homme apaisé, sans guerre à mener. Ainsi, Sardou et Goldman symbolisent deux visages de la douleur de Johnny, celle de l'orgueil blessé et celle du respect trahi. Deux cicatrices invisibles qui, jusque dans ces dernières années, lui faisaient mal, mais qu'il refusait de montrer, par fierté, comme toujours. Quand on relit la vie de Johnny Hallyday à travers ces conflits, on découvre un homme gouverné non par la haine, mais par des principes. Ces rancunes, aussi spectaculaires qu'elles paraissaient, n'étaient jamais gratuites.
Chaque brouille, chaque silence, chaque colère s'enracinait dans un sens aigu de la loyauté et du respect. Pour lui, la musique n'était pas seulement un métier, c'était une mission, presque un sacerdoce. Et dans ce temple qu'était la scène, il ne tolérait ni arrogance, ni hypocrisie. Ses proches racontent que Johnny classait les artistes en deux catégories, les humains et les inhumains. Les premiers, disait-il, étaient ceux qui restaient simples, sincères, attentifs aux autres. Les seconds, ceux qui, grisés par la gloire, oubliaient leurs origines et méprisaient ceux qui les entouraient. Ce n'est pas la voix qui fait un artiste, c'est le cœur, aimait-il répéter. Cette phrase, presque banale, condensait pourtant tout son code moral. Derrière sa réputation de dur à cuire se cachait un homme profondément sensible. Il s'énervait moins pour lui que pour les autres. Son chauffeur, Pierre Billon, se souvenait, quand Johnny voyait un musicien humilié, il entrait dans une rage folle. Il ne supportait pas l'injustice, surtout dans un milieu qu'il jugeait gangrené par les faux-semblants. Cette attitude lui valut de nombreux ennemis, mais aussi un respect sincère de ceux qui l'avaient connu sans masque. Le contraste entre sa colère et sa bonté fascinait son entourage. Il pouvait offrir une voiture à un technicien sans raison, ou pleurer en silence en écoutant une vieille chanson. Il vivait dans les extrêmes, tout ou rien, amour absolu ou rejet total. C'est ce mélange qui fit de lui une légende. Et s'il avait des ennemis, c'est peu être parce qu'il incarnait, mieux que quiconque, la vérité brute, celle qui dérange. Ces 5 haines racontent bien plus que des disputes. Elles dessinent la silhouette d'un artiste qui refusait la compromission, Claude François et son autoritarisme, Dick Rivers et sa fausse authenticité, Antoine et son irrévérence, Sardou et sa trahison amicale, Goldman et sa morale silencieuse, tous, à leur manière, ont franchi une ligne invisible, celle du respect selon Johnny. Et si l'on veut comprendre pourquoi ces blessures ne se sont jamais refermées, il faut se souvenir que Johnny ne savait pas faire semblant. Il pardonnait tout, sauf l'indignité. Sa vie fut une lutte constante pour rester vrai dans un monde de faux semblants. Voilà pourquoi, même au sommet de la gloire, il resta cet homme de principe, fier, farouche, indomptable. Aujourd'hui encore, ses colères résonnent comme des leçons. Dans un univers où tout se vend et s'oublie, Johnny Hallyday nous rappelle qu'être artiste, c'est d'abord rester humain, et qu'il n'y a pas de plus grande trahison que de renier cette humanité. Johnny Hallyday, au-delà de la légende du rock, fut un homme guidé par des principes d'honneur et de respect. Ses 5 inimitiés célèbres, Claude François, Dick Rivers, Antoine, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman, ne furent jamais de simples rivalités, mais des ruptures morales. Chaque querelle traduisait son refus des faux-semblants et des égos dominateurs. Fidèle à ses valeurs, il préférait la vérité à la paix, l'intégrité à la diplomatie. En lui, le feu sacré de la scène se mêlait à celui de la fierté. Johnny n'était pas rancunier par haine, mais par exigence d'authenticité.